duplication génique. C'est-à-dire on a dupliqué. Non. Voilà, ça s'est mal mis. J'ai arrêté tous les trucs, mais l'animation, mais ça a conservé quand même. Vous avez ici un locus. Le locus va se dupliquer. Et cette notion est importante. Et écoutez-moi bien. C'est-à-dire qu'en fait, pour que de nouvelles fonctions puissent apparaître, vous ne pouvez pas changer un gène. Ce n'est pas ex nihilo que des fonctions se créent. Mais s'il y a une duplication, au niveau de la copie dupliquée peut, enfin, l'organisme peut supporter des mutations sur une des copies. Si la copie n'a pas été dupliquée, la mutation qui arrive va changer en fait l'organisme, il ne va pas le supporter. Mais s'il existe une duplication, la fonction de base, elle est conservée et de nouvelles fonctions peuvent apparaître. Donc, le mode en fait évolutif, le mode qui a permis l'évolution ne pouvait être que ce mode-là, d'une augmentation du génome par des duplications. Au départ, des duplications segmentaires, de segments, avec accumulation dans les segments dupliqués de mutations, parce que les mutations surviennent à tout moment, chez vous, tout le temps. Mais soit elles ne sont pas tolérées, soit elles vont entraîner un cancer, soit elles vont entraîner une malformation. Mais s'il y a une copie de base, il y a un backup, eh bien, l'organisme peut tolérer ça. Et dans certains cas, il tolère, ce qui entraîne un changement d'espèce, un changement dans l'organisme, dans le fonctionnement. Donc, en gros, c'est ce qui est... Ah oui, c'est ici. Donc voilà. Là, bon, il y a une redondance, il n'y a pas d'anomalie, il y a 2 fois le gène. Ici, il y a une perte, donc ça revient à 0. La redondance est intéressante parce que la redondance, ça peut être, il y a une mutation, mais ce n'est pas grave, je fonctionne quand même. Là, vous avez de nouvelles fonctions qui apparaissent. On garde la copie, il va se dupliquer autre part, nouvelles fonctions qui apparaissent, ok, l'organisme change et c'est lié donc à l'évolution. Ou bien vous pouvez avoir donc des anomalies ou des changements dans les éléments régulateurs. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est la notion de la duplication permet en fait l'évolution. Le mode de l'évolution, le mode fondamental qui permet l'évolution, ne peut être que l'apparition et l'existence de duplication. S'il n'y a pas cette façon, si l'ADN n'était pas capable de se dupliquer, il n'aurait pas pu avoir d'évolution. En tout cas, pas celle qui a abouti, en tout cas pas abouti, parce qu'on n'a rien abouti du tout, pas celle qui a conduit en tout cas à notre existence en tant qu'espèce. La deuxième façon, alors évidemment, la deuxième façon d'augmenter le génome et de dupliquer, qui est une faction beaucoup plus rapide et qui a entraîné un saut considérable dans l'évolution, a été en fait la capacité, lors des divisions cellulaires, qu'une cellule ne se divise pas, enfin, d'un point de vue somatique, d'un point de vue de la cellule, de son cytoplasme, et qu'elle garde en fait 2 fois un génome dupliqué en elle. Donc là, ça vous augmente considérablement, évidemment, le nombre de séquences d'ADN. Et lorsqu'on a comparé les invertébrés avec les vertébrés, on s'est rendu compte, en fait, que entre les invertébrés et les vertébrés, il y avait eu une double amplification du génome. Alors, ce type de mécanisme, on le voit en pathologie, hein, on voit des tétraploïdies, etc. Il y a des plantes, et pour des plantes, ça peut être totalement normal, mais les comparaisons de séquences de génome entre certains invertébrés et des vertébrés a montré en fait qu'à un moment dans l'évolution, il y a eu un saut en fait d'un point de vue du matériel génétique lié pas seulement à des duplications de segments dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais carrément à des doubles amplifications de tout le génome. Tout le génome s'est 2 fois amplifié avec des pertes de chromosomes aléatoires et ça a donné différents types de génomes et ça a permis de faire apparaître les vertébrés qui ont proliféré, qui ont formé une branche dans l'évolution. Et là, ceci,
où suis-je? Voilà. Cette sorte de frise que vous avez, mais à peu près donc ce sont des génomes qui ont été séquencés qui ont permis donc de poser ces hypothèses. Alors en fait, ce qui est quand même assez impressionnant, on va y revenir à la fin, en termes de clin d'œil, c'est que il y a 4,6 milliards d'années, il y avait du minéral sur Terre. Et il n'y avait que du minéral sur Terre. Il n'y avait pas de vivant tel que nous définissons le vivant, c'est-à-dire dans la capacité de reproduction et de multiplication. Aujourd'hui, et puis est apparu les acides nucléiques. Les acides nucléiques sont apparus et la vie est apparue. Le vivant est apparu et qu'est-ce qui s'est passé? Chaque fois qu'un organisme vivant se reproduisait, il reproduisait de l'ADN et il amplifiait de l'ADN. En réalité, chaque organisme vivant, et vous aussi, moi aussi, tout le monde, nous sommes des usines à ADN, quant au fond. Et il y a une simulation qui disait que qui raboute tous les ADN de toutes les espèces végétales, les uns à côté des autres. Ça fait 10-25 km d'ADN, 10 puissance 12 années-lumière, 10 fois le diamètre connu de l'univers. Vous vous rendez compte? Il n'y avait pas d'ADN. L'ADN a envahi la Terre. Et en plus, on a inventé les PCR pour amplifier l'ADN. La vraie question, c'est à qui on est aux ordres de qui? Alors, la question est également, donc là je crois qu'on a bien compris, on a vu comment le vivant, qu'est-ce qui est son soubassement en fait, hein, d'un point de vue moléculaire, d'un point de vue donc des acides nucléiques, comment tout ça s'est organisé, comment ça s'est multiplié, pourquoi ça s'est multiplié, etc., etc. Alors la question, puisqu'il faut quand même revenir à l'architecture, c'est que lorsqu'il s'est multiplié, lorsque il s'est dupliqué, est-ce qu'il s'est dupliqué que ça a donné quelque chose d'anarchique ou bien est-ce que ça a donné une organisation particulière et laquelle? Je vous rappelle ça. Tout à l'heure, on a vu les bandes spécifiques, etc. Alors il y a d'autres expériences. On ne va pas rentrer dans trop d'expériences, mais il y a d'autres expériences qui ont permis d'avancer dans la structure donc, de l'ADN chromosomique. Alors, il y a des équipes, des travaux qui sont relativement anciens, il y a des équipes qui ont pris de l'ADN chromosomique et qui l'ont cassé, qui l'ont soniqué en petits morceaux et qui l'ont mis dans une solution de chlorure de césium et qui ont fait de l'ultracentrifugation. Lorsqu'on met une molécule quelconque dans du chlorure de césium et qu'on fait de l'ultracentrifugation, cette molécule va se mettre en fonction de sa densité à un endroit du tube à essai dans lequel on l'a mis. Et lorsqu'on fait ça avec l'ADN, si on fait ça, on prend de l'ADN, on sonique, c'est pas là, c'est ici. Concentrez-vous sur cette image. Ici, vous avez une ultracentrifugation d'ADN de bactéries ou de phages. Vous voyez, ça donne un pic unique. Comment on interprète ça? On dit tous les morceaux d'ADN qui ont été soniqués ont la même densité, puisqu'ils vont, après ultracentrifugation, ils vont se mettre à un seul endroit. Donc leur densité est identique. La densité de l'ADN, c'est la proportion de base AT et de base GC. Puisque AT, A et T, c'est 2 liaisons hydrophobes, GC, il y en a 3. Donc, plus il y a de GC, plus le fragment est dense, plus il y a de AT, plus le fragment est léger.
ici, sur cette figure, donc, pour vous qui est à gauche, 2 bactéries ou 2 phages, bref, 2 prokaryotes, 2 génomes différents. Vous voyez qu'ils ont des densités différentes, mais que chaque fragment soniqué a la même densité. Donc le même pourcentage de GC et d'AT. Mais qui est différent selon les 2 espèces-là. Si vous prenez le génome humain ou d'un eucaryote, mais je prenais les humains par exemple, c'est bien les humains quand même. Vous voyez le tube ici, après ultracentrifugation, et vous avez plusieurs bandes. Alors que si on avait une bactérie, on aurait une seule bande. Là, il y a plusieurs bandes. Ce qui veut dire qu'on a été capable, en soniquant l'ADN, de voir par ce type d'expérience que vous avez que les fragments d'ADN ne sont pas identiques en termes de densité. Ils sont différents. Et en gros, pour aller vite, il y a une fraction principale, voilà, et d'autres fractions qu'on appelle des fractions satellites. Et lorsque l'on prend ces fractions satellites, qu'on les marque, soit de façon radioactive, soit de façon en fluorescence, on les prend, on les marque, c'est-à-dire qu'on y introduit un fluorochrome par exemple, et on les hybride sur des chromosomes pour voir où est-ce qu'ils vont s'hybrider. Eh bien, cet ADN satellite va s'hybrider au niveau des régions centromériques, ou ce qui est en noir ici, ou bien si on prend le chromosome Y ici, sur une partie de son bras long. Donc les séquences satellites sont des séquences qui sont localisées. Elles sont localisées, elles vont s'hybrider à des endroits vraiment précis qui sont les régions centromériques et péricentromériques. Donc, si on schématise, on commence à faire de l'architecture, là, ça commence à sentir l'examen. Oui, je suis sympa, hein? Je n'ai pas encore choisi, mais c'est vrai, mais j'aime bien ça. Là, vous voyez, non, j'aime bien ce truc-là, là, pas de poser l'exaction, parce que franchement, non, c'est pas terrible l'examen, parce que, pouf, pour vous, c'est chiant, et pour nous, après, il faut corriger, donc c'est aussi chiant. N'allez pas dire ça au doyen, même si je suis enregistré, c'est pas grave. Bon. Vous voyez donc, ici, j'ai schématisé en bleu les séquences péricentromériques qui, lors des expériences d'ultracentrifugation, vont donner les séquences satellites. Bien. Mais si on observe et si on étudie, mais on ne va pas rentrer dans les détails, je vous le dis simplement, si on étudie la fraction principale, pas la satellite, la principale, différentes équipes par d'autres procédés du même style, mais un peu plus compliqués, ce n'est pas l'objet de notre cours, ont démontré que dans la fraction principale de l'ADN, pas satellite, en fait, on pouvait dénombrer 5 fractions selon la densité de ces fractions. Et chacune des fractions porte un nom, et le nom, c'est isochore. En gros, ce sont des régions qui sont relativement uniformes quant à leur densité. Vous en avez qui sont peu denses, on va les appeler L pour light. Il y en a qui sont plus denses, on va les appeler H pour heavy. Donc, ça vous donne ça. Vous avez donc, lorsqu'on prend l'ADN humain, parmi les isochores, vous avez les isochores L1 et L2 qui ont moins de 42% de pourcentage de base GC. Et vous avez les isochores H1, H2 et H3 qui ont plus de 42% de pourcentage GC. Les isochores H3 ayant plus de 50%, 53% de base GC. Alors, vous allez me dire, oui, alors? Eh bien, en fait, ce qu'il y a, c'est que le long de la fibre, le long de la molécule d'ADN chromosomique,
l'ADN est une sorte de mosaïque d'isochores, où les isochores plus ou moins denses succèdent à des isochores plus ou moins légers, et ainsi de suite, le long de la fibre d'ADN. Alors, ce que l'on sait, donc vous avez ce schéma-là, et ce que l'on sait, c'est que les isochores H, eh bien, on a démontré qu'ils sont riches en gènes de ménage. Alors que les isochores L sont peu riches en gènes, et ce sont des gènes qui sont plutôt spécifiques de régions, de tissus particuliers. Donc vous voyez que... Et en fait, l'hypothèse a été... Alors, je n'ai pas fini. On pense en fait que ceci dépend, et ceci a évolué, ça s'est constitué lors de l'évolution selon les espèces. Vous savez des espèces qui ont une température